Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire et aujourd'hui, quelle histoire? C'est celle de Sully Phil qu'on vient vous raconter. Générique. I love you, baby. Sully, Yes. bonjour à toi. Je te check, le frère. Bien sûr, très honoré de te recevoir ici. Merci. Dans le 7-8, t'as fait bon voyage? Ouais, impeccable. Ok. Sully, on va commencer par le début parce que ton histoire, elle est incroyable. T'es passé par plein de choses, t'as touché à plein de choses. Mais on va commencer par le début parce que sur notre chaîne, les gens aiment bien savoir où t'as grandi, où t'es né, quelle était ton enfance très rapidement. Ok. Donc, où t'es né? Je suis né à Fort-de-France en Martinique. Ouais. Voilà. Puis très rapidement, je me suis retrouvé en France. J'étais encore bébé. Ouais. Et je me suis retrouvé dans le 94 au Plessis-Trévise. D'accord. Et après, très rapidement, dans le 77. Et voilà. D'accord, ok. Et c'est où? C'est dans 77, t'as commencé à toucher à l'art Ouais. avec un grand A. Ouais, façon naturelle, effectivement, j'ai toujours été, sensible à l'art, tu vois, que Ouais. ce soit en racontant des histoires à mon grand frère pour qu'il s'endorme, en inventant des histoires, Ouais. en créant des, comment dirais-je, des voitures ou des vaisseaux spatiaux avec des cartons, tu vois, j'ai toujours une sensibilité pour la création, quoi qu'il arrive, quoi. T'étais déjà touche à tout, en fait. Ouais, T'es ouais, petit. d'une certaine façon, ouais. D'accord. Et tes premiers pas professionnels, entre Alors, guillemets. professionnel, je avec dirais l'art. que ça a été d'abord la musique, effectivement. La musique? Ouais, ouais. À quel âge, ça? La musique, 17, 18 ans, ouais. D'accord. Commencé. Puis après, la musique a toujours été présente dans ma vie par rapport à mes parents, tu vois. C'est-à-dire, c'est vrai que les familles antillaises, il y a toujours une chaîne stéréo avec du son à fond. Ouais. Donc la musique, elle fait partie de ta vie. Et puis après, effectivement, à l'armée, effectivement, j'ai rencontré un pote qui avait une guitare, qui a acheté un sampler. Et là, on a commencé à faire des sons ensemble. Et puis voilà, ça a été les premiers rapports directement avec l'art de façon professionnelle, on va dire, quoi. Ouais. D'accord. Tu t'es acheté du matos, t'as commencé par rapper ou faire des instrus? J'ai commencé par chanter même, tu vois. Par chanter. Ouais, chantonner des trucs. Après, le rap est arrivé, donc rap, et puis après le matos par la suite, quoi. Ouais, de fil en aiguille. D'accord. Ouais. Alors, justement, comment il arrive le rap? Comment il arrive, est-ce qu'il arrive de manière professionnelle rapidement ou est-ce que tu commences avec tes potes comme tout le monde dans le quartier sans trop y croire juste pour rigoler? En commençant effectivement en écoutant Radio Nova déjà, Ouais. c'est une source d'inspiration de fou. En voyant mon grand frère aussi qui évolue dans la breakdance et avec ses potes et tout. Ouais. Donc déjà il y avait cet amour pour le hip-hop qui était en train de grandir et de naître. T'as Et puis été danseur aussi du Ouais, coup ouais, pour absolument. faire comme ton grand frère ou Ouais, celui ouais, qui t'a ouais, inspiré? ouais, complètement. Ok. Donc c'est vrai que c'est aussi une façon de toucher à l'art, donc la Ouais, bien danse. sûr. Ouais. Donc j'ai été danseur et puis très rapidement, ces qualités de danseur ont amené un groupe qui s'appelait TKS, The Criminal Stars, un groupe qui réunissait toutes les disciplines du hip-hop. C'était le seul groupe qui réunissait toutes les disciplines du hip-hop. Et ils m'ont contacté parce que voilà, on entendait parler de moi au niveau de la danse, le smurf, les blocages, machin bidule, pour que je rejoigne leur groupe. Et puis dans ce grand groupe, il y avait aussi, je te dirais, une cellule rap. Ouais. Et moi, de danseur, je suis passé dans la cellule rap et là, je suis un peu devenu le leader de cette cellule rap et on a créé le groupe Coalition à ce moment-là. Voilà un peu comment Vous ça étiez s'est fait. combien ça dans Coalition? On était 3 dans Coalition. Ouais, Ok, ouais. vous avez sorti des singles, vous avez Ouais, fait ouais, des... on a eu la chance de signer en 95 un contrat avec une maison de disques et on a sorti un premier maxi, on a fait un premier clip. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont littéralement transformé un peu la musique qu'on avait préparée pour faire quelque chose de plus commercial à leur sens. Et du coup, on s'y retrouvait un peu moins, donc on s'est vite Mais séparés. comment vous découvre la maison de disques? Moi, j'avais un pote qui, lui, avait signé avec chez Barclay, chez Universal. Ouais. Et il me disait de venir avec lui, monter sur Paris pour faire écouter ma musique également. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec des directeurs artistiques qui s'intéressaient à ma musique. Et puis on a avancé comme ça, quoi. D'accord. Mais avant ça, si je peux me permettre, Vas-y. avant ça, l'amour pour la musique, puisque ça me revient, il y a aussi toute la funk musique qui m'a beaucoup bercé. Et moi, je me rappelle, j'avais un poste double cassette sur lequel, effectivement, je mettais lecture et l'autre, j'enregistrais. Après, je rembobinais et j'enregistrais. Je faisais des remixes déjà avec ça. Ouais. Et puis, je rappais avec le casque, parce que j'avais pas de micro, donc je rappais avec le casque que je branchais sur la prise micro. Et déjà, voilà, j'étais déjà un baiser de son, quoi, quelque part. Ouais, Ok. ouais. Et donc après, je pense que t'as quitté ton groupe, Coalition. Alors, Coalition, on a avancé ensemble. Ouais. J'ai aussi, comment dirais-je, créé un plus grand groupe avec Coalition qui s'appelait Royal Squad. Donc j'ai additionné plusieurs entités pour créer le Royal Squad. Et j'ai pas tout de suite quitté
quitté Coalition, mais j'ai évolué avec eux et puis en leader un peu, tu vois. Je reviens un peu en arrière, ça avait bien marché Coalition justement en maison bien de disque. Marché en maison de disque, non. Non, Parce ça a que pas pris. déjà, ouais, on avait un bon morceau réellement qui aurait pu vraiment fonctionner. Ouais. Quand on a signé chez BMG, ils nous ont demandé de changer notre chanteur qu'on avait, alors que pour moi, c'est lui qui faisait la lumière sur le morceau. Il avait vraiment une grosse voix intéressante. D'accord. Et donc, ils voulaient qu'on prenne quelqu'un de la maison de disque, tu vois, un autre chanteur. On a hésité, mais après, bon, c'est bon, vas-y, on va suivre le truc, c'est des professionnels. Puis au final, ils ont un peu, voilà, modifié notre version. Et... Donc vous avez dû dire à votre pote, ouais, t'es plus dans le groupe. Bah disons, non, il était pas dans le groupe, lui, c'était déjà un intervenant ok. extérieur, tu vois. Ok. On lui a demandé, effectivement, ça te pose un problème si ce qu'il nous demande de changer par Hachim, tu vois, Hachim qui faisait du R&B, qui est quand même quelqu'un, Hachim, tu vois, c'est pas comme si j'avais mis n'importe qui. Donc il a fait, non mais c'est Hachim, c'est cool et tout, pas de problème. Donc allez-y les frères, loupez pas votre chance, tu vois. Donc on est allé, on a fait, mais c'est vrai que le morceau il avait beaucoup moins d'impact que ce que c'était à la base, quoi, tu vois. D'accord. Donc pour cette raison aussi, je pense que moi je crois il y a un morceau que j'avais créé avec mes potes, j'y croyais. L'autre, j'y croyais moins, il a pas fonctionné pour le coup. Mais ça nous a pas empêché avec Coalition de faire des vinyles avec des morceaux vraiment qui nous ressemblaient à fond. Et là, effectivement, il y a eu un vrai succès d'estime et notamment même Cut Killer, il a pris un morceau qui s'appelait Accro de hip-hop de Coalition pour le mettre sur sa compilation. Et déjà, effectivement, t'avais Cut Killer qui validait ton truc. Ouais. Donc, sur une compilation hip-hop soul party. Donc là, voilà, c'était ton vrai son. Et là, la compilation du moment, ouais. Et je connaissais même pas Cut Killer à cette époque. Tu vois, on m'appelle pour me dire, ouais, Cut Killer, il met ça sur sa compile. Donc là, voilà, t'es bon, quoi, tu vois. D'accord. Et donc là, tu disais, tu crées Royal Squad. Ouais, aussi, ouais, dans l'évolution des choses, Royal Squad. Mais avant même Royal Squad, je crée Royal Wear, donc peut-être que je vais trop vite dans... Ah non. Ok. Non. D'accord. Donc ouais, ben, effectivement, comme je crée une marque qui s'appelle Royal Wear, et ben, je me dis, tiens, bah, ça serait bien de créer le Royal Squad alors, aussi déjà, par rapport on va à tout s'arrêter ça, sur Royal Wear. Ouais. Un petit moment, parce que, voilà. Alors, Royal Wear, comment ça devient cette idée déjà de créer une marque de vêtements? Alors Parce moi, que t'es dans le dessin, les croquis déjà de base. Déjà les bombes et peindre, tu vois, c'est quelque chose qui me plaît. D'accord. Dessiner également, même si je suis pas le plus grand dessinateur, tu vois, mais j'aime bien prendre un crayon et puis sortir les idées qu'il y a dans ta tête, tu vois, et les coucher sur papier, tu vois. Et c'est vrai que des gens comme Michael Jackson m'ont vachement inspiré parce qu'ils ont un univers complet. C'est-à-dire le mec il arrive avec un blouson de fou, un clip de fou, une danse de fou, une attitude de dingue, tu vois. Donc à partir de là, je me rends compte qu'il y a un univers, tu vois. C'est pas juste un mec qui vient chanter sa chanson avec son micro. Et ça me plaît, tu vois. Donc moi, quand je viens avec ma musique, je me dis, il faut aussi que je crée mon univers, ma planète, tu vois. Donc cette envie juste de chanter était insuffisante pour moi. Donc naturellement, mon amour des fringues, hein, tu vois, j'ai toujours aimé les fringues aussi parce que je me rappelle que je saoulais mes parents quand je voyais les mecs, t'as vu là cette fringue, tu sais, le petit relou qui doit être insupportable, tu sais, pour que tes parents ils t'achètent la même chose, tu vois. Ouais. Donc ça casse la tête un peu, mais c'est vrai que voilà, j'étais vraiment amoureux du textile et donc naturellement j'ai voulu créer ma marque de fringues parce qu'effectivement il faut que t'aies le son mais le style qui va avec. Donc pour moi c'était important, donc j'ai créé ma marque de fringues, voilà, avec cette impulsion et quand tu découvrais aussi le hip-hop, tu voyais les mecs, ils avaient des pumas andins avec des fat lasses, des ceintures avec des nameplates et tout, tu vois, il y avait déjà des Kangol, enfin voilà, tu vois, il y avait déjà une tenue qui tuait, quoi. C'était pas juste de la musique, c'était un ensemble complet. Donc moi j'ai recréé. Et toi, tu t'avais capté qu'en fait dans l'industrie il y avait aucune marque française, on allait tous s'habiller chez Fubu. Ouais, il fallait chercher les trucs aux États-Unis, effectivement. Ouais. Il y avait Homecore qui faisait des trucs intéressants. Il y avait surtout certainement comment il s'appelle Vrong qui faisait leur truc aussi, tu vois. Vrong. Mais après voilà, moi j'avais encore quelque chose que je ne trouvais pas, qui était effectivement pouvoir exprimer mon identité à travers ce textile, quoi, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait avec ce R couronné Royal Wear. Royal parce qu'un jour je regardais une pochette de disque de Beastie Boy avec écrit Grand Royal et je me suis dit ouais, j'aime bien le mot Royal, quoi, tu vois, ça parle à l'international, ça parle à tout le monde. Le logo de Royal Wear, c'est ton idée? C'est mon idée de base. Okay. J'ai demandé à un gars qui avait un ordinateur à l'époque où personne n'en avait, tu vois, qui lui avait déjà Photoshop, Illustrator, de pouvoir me comment dirais-je, me vectoriser tout ça, mettre tout ça comme il faut. Et puis du coup c'était si bien fait, la dynamique était tellement bonne que le gars il m'a dit écoute, je peux devenir ton associé, tu vois. Ah, il a senti. Ouais. La marque a été même pas encore lancée. Ouais, parce qu'à la base c'était le logo de mon label qui s'appelait Royal Production en fait. D'accord. Voilà. Okay. C'est le logo de mon label et il y avait une telle détermination et ouais, lui il a vu clair tout de suite. Ah, il a été bien inspiré. Ouais. Quand on va savoir la suite. Alors, toi tu commences, mais t'as des actionnaires, t'as quelque chose, parce que quand on va voir plus tard ce qui est devenu la marque. Comment elle devient comme ça, en fait? Dès le départ, je pense pas que tu peux t'attendre à
ce que tu vendes autant et qu'elle grandisse autant. Non, c'est vrai ce que tu dis, parce que dès le départ, ne serait-ce que dire à des potes, je vais faire une marque de fringues, bah, j'osais pas le dire de peur qu'ils se foutent de ma gueule, tu vois, Voilà, parce qu'ils déjà, vont dire, ouais. qu'est-ce que tu connais au textile, toi, t'as cru quoi, tu vois. Voilà, ouais. Donc, tu gardes ton truc et t'avances quand même, t'y crois. Et donc, comment ça s'est passé? Ben, de fil en aiguille, je trouvais le logo de mon label de production tellement fort que je l'avais simulé sur un t-shirt. Et puis après, je me suis dit, vas-y, il faut qu'on produise des t-shirts. Et je me disais même, peut-être que les gens vont trouver que ça fait trop la royauté ou trop chevalier, tu vois. Donc, je me disais, peut-être ça marchera pas, mais en tout cas, moi, ça me plaît, tu vois. Toi, c'était ton truc. Ouais. Donc, j'ai avancé comme ça. J'ai fait imprimer des t-shirts. Je suis parti à Châtelet-Léal avec mon sac plein de t-shirts, à demander au mec, chaque magasin, est-ce que vous seriez d'accord pour prendre mes t-shirts en dépôt-vente? Je reviens la semaine prochaine, si vous les avez vendus, vous me donnez l'argent, c'est pas le cas, je les récupère, tu vois. Donc ça a commencé comme ça, j'ai frappé à plein de portes de magasins. Et puis quand je revenais une semaine après, le mec il me dit, oh, on a tout vendu, tu peux m'en ramener, tu vois. Ah, donc, ça a fonctionné directement, en fait. Ouais. Parce que le logo, il est parlant, il plaît, quoi, tu vois, on a tous... Et il y avait aussi la qualité du produit. Moi, j'ai des souvenirs que t'avais une bonne qualité. Ouais, complètement. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a même des fringues Royal qui tiennent encore la route. Exactement. 20 ans après, ouais. Donc voilà, donc de fil en aiguille, je frappe à des portes. Un jour, j'ai un pote qui me dit ça t'intéresse des investisseurs et tout? Je dis bah pourquoi pas, tu vois. Parce qu'il faut savoir que moi, je finançais ça en travaillant à la RATP, tu vois. Je vendais des tickets à l'époque, tu vois, j'étais à la RATP, j'avais mon poste sur les genoux, donc j'avais ma liberté de pouvoir écouter ma musique et de pas avoir de chef sur la tête, tu vois, qui me prend la tête. Donc c'était un poste qui était cool pour moi, tu vois. Et donc je rentrais mon oseille et je pouvais investir à fabriquer mes t-shirts et acheter des quatrièmes de couve dans les magazines hip-hop, RER, tu vois, etc., etc. Ouais, je prenais les quatrièmes de couve. Ta marque. Ouais. Okay. Avec justement un sens de la mise en scène photographique, tu vois, et de l'esthétisme pour que ça soit vraiment beau, et avec effectivement la chance de travailler avec des photographes qui avaient du talent également, tu vois, et la chance de pouvoir avoir comme mannequin des gens comme Cool Chain, tu vois, et d'autres, tu vois. Bah, c'est exactement ça, parce que quand la marque, nous, elle nous arrive ça nous tombe dessus, on dirait déjà que t'es professionnel, quoi. Tu vois, t'as des mannequins de renom, les qualités des photos, imagerie, tout ça, exactement. Alors que toi, tu me dis que là, à ce moment-là, tu les vendais de main en main, presque. Absolument. Absolument, mais c'est vrai que, voilà, l'œil, tu vois, il est important, tu vois. Moi, j'aime bien, effectivement, un certain, pareil, un feeling pour comment dirais-je, la mise en scène, les belles couleurs, etc., la disposition des choses. Donc voilà, j'ai toujours eu ça aussi en moi. Et donc du coup, on me propose de me présenter un investisseur. Et je dis pourquoi pas. Donc on avait rendez-vous, je me rappelle, place de la République, dans le bar d'un hôtel. Et puis du coup, je vais là-bas avec mon sac, mes échantillons, mes magazines pour montrer un peu mon travail, tu vois. Et puis donc c'était deux mecs, et puis il y en a un qui me dit que voilà, ils hésitent entre investir dans la restauration, dans le textile, tu vois. Et puis donc je leur montre les trucs, et puis ils adorent, quoi. Puis en fait, ils connaissaient déjà, ils étaient déjà bien renseignés, mine de rien. Et puis ils me disent écoute, si t'es chaud, on peut faire un bout de chemin ensemble, tu vois. Puis bon, je dis écoute, je réfléchis, puis on se rappelle, et puis je dis ok, let's go, quoi, tu vois. Et puis moi, tu vois, j'avais pour habitude d'aller acheter, je te dis n'importe quoi, tu vois, 10 t-shirts rouges, 10 t-shirts noirs, 10 t-shirts, 15, 20. Et puis un jour, cet investisseur me dit écoute, on va aller acheter des t-shirts, tu les achètes où? Donc je lui dis, puis on part ensemble, et puis tu vois, au lieu de prendre 10 t-shirts, là c'était bon, vas-y, on prend 10 boîtes 10 cartons de t-shirts noirs, 20 cartons de t-shirts machin, tu vois. Là déjà, ça prenait déjà, tu vois, une autre ampleur déjà dans la dynamique. D'accord, ouais. Et puis donc on achète tout ça, moi je suis mortel, tu vois, ça va pouvoir. Et puis quelques jours après, l'investisseur il m'appelle et dit écoute, on a repéré des locaux pour faire un showroom, tu vois, ce serait bien que tu viennes visiter. Et donc j'y vais. C'était 350 mètres carrés au Lilas. Il y avait déjà des mecs qui étaient en train de peindre et tout, tu vois. Ouais. Donc voilà, le rêve il commençait à se concrétiser, tu vois. Et puis voilà, première étape comme celle-ci, et puis la chance que le hip-hop il est en plein développement, la chance de connaître un maximum d'artistes qui, comme moi et tout, sont en plein développement également. Donc la chance de pouvoir faire des photos avec Bustaflex, avec This Is La Peste, les Dilesti. Comment t'arrives à faire ça pour n'importe quel investisseur qui veut se lancer? Comment toi t'arrives à avoir ces gens-là? La chance, c'est que moi j'étais aussi beatmaker et que je suis dans le mouvement quelque part. Et donc ce sont des gens pour qui aussi je faisais des sons, tu vois. Et donc voilà, c'était tu leur proposes et puis ça se fait naturellement. Et puis ce qui était fort aussi, c'est que le logo il plaisait vraiment, quoi, tu vois. Le nom Royal Wear, c'était séduisant pour les gens, tu vois. Donc ils avaient pas à se forcer pour dire ok, tu vois. Et puis surtout qu'à cette époque t'avais pas un choix comme il y a maintenant, quoi, tu vois. Et la marque, elle a vraiment
après encore plus explosé. T'as eu des locaux, je crois, c'était à Châtelet. Ouais, c'était rue aux Ours, dans Rue aux le Ours. 3e arrondissement de Paris. C'était sur plusieurs étages. Ouais, c'était un immeuble, en fait. Ouais, donc là, avait- ça voulait dire que les rentrées d'argent, elles étaient incroyables. Même ça a dû Ouais. dépasser tes espérances. Ouais, bah ouais, j'ai jamais pensé qu'on aurait eu un immeuble dans le 3e arrondissement de Paris, 200 Ah mètres ouais. carrés par Ah, c'était étage. quelque chose. Ouais, j'ai jamais pensé ça, non. Même si je crois en ce que je fais, tu vois, mon imagination n'a pas été jusque-là, quoi. Donc, Et ça faisait combien de temps, là, quand t'arrives justement à Châtelet, ça faisait combien de temps que ta marque, elle était lancée? bah, je pense que, quand on arrive à Châtelet, j'ai envie de te dire, 3-4 ans. 3-4 peut-être. ans. Ah, c'est fulgurant. Ouais, c'est assez fulgurant, hein. C'est fulgurant. Ouais. Donc- C'est le mot. Donc là, t'as pignon sur rue, Royal Wear, tout le monde connaissait à l'époque et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe, du coup, après? Bah, c'est vrai que c'était un succès de dingue, si bien Ah que ouais. parfois je descendais de mon immeuble, tu vois, pour aller me promener et je voyais tellement de personnes en Royal Wear que je trouvais que c'était trop. Bon, moi-même, tu vois ce que je veux Ah dire? Ouais, dans le sens de l'esthétisme, où c'était trop, je trouvais, tu vois. Mais c'était cool quand même, quoi, tu vois. Là, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais ça marchait vraiment de folie. Et donc, on a eu la chance, effectivement, dans cet immeuble, de faire l'inauguration. On a une inauguration de malade avec, justement, tu parlais de Juliette Fievé, Ouais. Eric et Ramsey qui sont passés par là, les neveux de Michael Jackson, des Billy Crawford, des ceci, des cela, des Busta Flex, des Goldfinger, et je t'en passais des meilleurs. C'était une inauguration de malade, de fou malade. C'était limite, on était aux States, quoi, pour de vrai, quoi, tu vois, parce que c'est vrai, même quand j'y pense aujourd'hui, des gens qui ont eu un immeuble dans Paris comme ça, central, ça n'existe pas, quoi. Et même les up stores de Nike et tout, tu vois, et même pas vraiment, en fait, tu vois. Donc, ouais, on était pionniers un peu là-dessus, c'était vraiment très cool. Et puis, même Snoop Dogg, il est venu, tu vois. Snoop. Ouais. Dans à cet endroit-là. Pas le jour de l'inauguration, mais un jour, je suis dans mes bureaux et tout. J'ai un pote qui me téléphone. Il me dit, écoute, Snoop Dogg, il est avec Luc Besson parce qu'il fait des voix pour un film. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que je te l'envoie et tout. Et il me dit, vas-y, je suis au bureau et tout, tu vois. Et donc, il dit, écoute, je t'envoie Snoop Dogg, tu vois. Je raccroche, je dis à tout le monde, il y a Snoop Dogg qui va arriver, tu vois, rangez tout comme il faut et tout, tu vois. Et puis, donc, j'ai mon pote au Max, je sais pas si vous connaissez au Max, en bref, il descend, il attend Snoop. Non. Alexis Onestas, c'est pareil, c'est un mec très talentueux. Ouais. Et donc, il attend Snoop, et puis hop, Snoop, il monte, et je le reçois et tout, bonne vibe, tu vois, je donne des fringues, tu vois. Puis je lui dis, ouais, j'ai un studio derrière et tout, ce serait bien que tu viennes écouter des sons, tu vois. Il me dit, écoute, j'ai pas trop le temps parce que ce soir, je suis à Bercy, et tralali, et tralala. Je dis, oh, mais j'ai des sons, ils sont chauds, tu vois, je lui dis, tu vois. Il fait, vas-y, fais écouter, tu vois. Donc, j'avais fait construire aussi mon studio dans cet immeuble, tu vois, ce qui n'était pas rien, parce qu'à la base, c'était une pièce, c'était un espèce de bureau. Donc, tu vivais H24 là-bas. Ouais, en plus, j'habitais un peu juste derrière, tu vois, donc c'était rapide, ouais. Et donc, Snoop, il écoute, je fais écouter un premier son et tout, tu vois, il bouge la tête, après, je passe le premier, je vais mettre pour un deuxième, il bouge la tête, je passe le deuxième pour mettre un troisième, il fait, arrête, laisse le deuxième et tout, tu vois. Puis après, il me dit, turn the mic on right now, tu vois. Allume le micro maintenant et tout, tu vois. Et le mec, il passe derrière et son management fait, non, il peut pas chanter comme ça. Et je dis, moi, j'ai rien demandé, c'est lui qui est chaud, quoi, tu vois. Bah oui. Et donc, il y est allé, il me dit, ouais, je te donne cette graine, t'auras juste à l'arroser, ça va pousser tout seul, tu vois. Et puis, il va derrière le mic et puis il fait un morceau pour Royal Wear, en freestyle, tu vois, il raconte sa journée parisienne et tout. Franchement, ça tue. D'ailleurs, c'est un morceau que je vais faire découvrir prochainement. D'accord. Et donc, super moment avec le Snoop. Nous, dans notre tête, on se dit, on va le faire. Parce que le morceau, personne ne Il est connaît. coffré, ouais. Ah, tu l'as pas exploité? Non, tu l'as pas exploité, non. D'accord, non. ok. Et puis Snoop, on se dit, en tout cas, on va lui faire fumer des joints jusqu'à ce qu'on le tue, tu vois ce que je veux dire. Et à la fin, Snoop, il dit, c'est bon, les mecs, tenez. On était fiers de nous, mon frère. Et donc, on a passé un super moment. T'es là en train de fumer des ouinges avec le pote de Tupac, du défunt Tupac, tu vois. Ouais. Et t'es dans une vibe de fou. Franchement, c'était génial, quoi, tu vois, vraiment. Donc ça fait partie des bons souvenirs de cette aventure. Ouais. Et alors, comment arrive le déclin de Royal Wear? Alors, le déclin, comment il arrive? Je commence à avoir des sons de cloche comme quoi mon associé principal, mon investisseur, il met des thunes dans ses poches, tu vois. Et donc, je commence à faire mon enquête. J'ai la personne qui a fait le logo dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Stéphane, tu vois, qui est avec moi. Je lui dis, ouais, il y a un truc qui a pas l'air d'aller bien et tout. Donc moi, je me mets dans une dynamique où, voilà, tu sais, on va chercher la vérité, on va au clash, tu vois. Bien sûr, ouais. Et lui, il me dit, ouais, mais tu sais, moi, quand je donne ma confiance, je la donne pour de bon et tout, machin, tu vois. Il me temporise un peu mon excite, la façon dont j'étais excité, tu vois. Mon excitation, on va dire, tu vois. Ouais. Et donc,
franchement, il me fait perdre un peu de temps sur, tu vois, sur le truc, tu vois. Il me calme alors qu'il faudrait faire tout le contraire. Ouais, je te jure. Et donc du coup, ben au final, je me rends compte qu'effectivement le mec il nous douille, tu vois. Et pourtant c'était bien parti, tu vois. Il avait en plus il avait un comportement de père et tout, tu vois, bienveillant et tout, ouais. tu vois. Mais au final, bon, on a pris de l'oseille, hein, tu vois. Je suis pas en train de te dire qu'on n'a pas pris d'oseille, mais on aurait pu en prendre beaucoup plus en fait, tu vois. D'accord. Et donc Mais c'est lui qui prenait ce beaucoup plus. Ouais. Puis il avait une mauvaise gestion, à mon avis. Il devait prendre l'oseille pour jouer aussi, j'en sais rien, tu vois. Donc voilà, jusqu'au jour où comme la marque était dans la société, lui il s'est fait déposséder de la marque qui était dans la société par un prêteur sur gage. Ah ouais, d'accord. Tu vois le délire, ouais, jusque ça va. Donc, si, je vois. Donc c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui je travaille sur un film documentaire qui va parler de tout ce relief de vie. D'accord. Et effectivement quand tu pars de rien et que tu montes et que voilà tu te casses la gueule et machin, ça donne un relief, on va dire de scénario digne des Rocky, Rocky Balboa, tu vois, les Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Tu vois tout ce relief de vie. Bah donne quelque chose de très intéressant. Il y a toujours du bon dans le mauvais, et pour le coup dans ce mauvais là aujourd'hui ressort du bon parce que j'ai la possibilité de faire un film très intéressant avec tout ce relief. Donc voilà, ça passe par là. On a 3 étages de 200 mètres carrés chacun. Donc en gros, pour que les gens comprennent, c'est la marque cet associé, il comment dirais-je, il vend un peu la marque, il hypothèque la marque Royal Wear parce qu'il a des dettes. Il y a un peu de ça, ouais, exactement. Ouais, il a des dettes, et il y a un mec qui lui dit, écoute, tu me donnes d'oseille, donc ça, maintenant c'est à moi, machin bidule, tu vois. Donc tout ça, ça se passe en coulisses sans que moi-même je sois au courant, en fait, tu vois. Ouais, parce que moi, je suis, à ce moment-là, je suis pas un businessman de fou, je suis un mec qui ressent les choses. J'ai jamais géré de structure, j'ai pas fait d'études dans ce sens-là, mais j'apprends sur le terrain, tu vois, relativement vite, mais pas assez vite par rapport à des putains de requins, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, il se passe ça. Et puis l'investisseur principal qui était aussi présent dans les bureaux avec nous, à un moment il commence à vouloir développer Royal Wear en Espagne, ce qui se passe, toi ça avance, moi je pars même sur des salons en Espagne, mais en même temps c'était sa façon à lui de disparaître, tu vois. D'accord. Voilà, pied à terre en Espagne, et puis en plus tu disparais de plus en plus, tu vois. Tout en le jour où je vais visiter en Espagne les locaux qui sont censés aussi être des locaux Royal Wear où ça se développe, franchement le mec il s'est mis yam, quoi, tu vois, un canapé Chesterfield de je sais pas 4 mètres, 10 mètres même, tu vois, il y a un canapé, frère, je l'ai en vidéo, il est abusé, qu'ils ont monté en grue dans la pièce, truc de fou. Donc au fur et à mesure, effectivement, lui disparaît, moi je me retrouve à Royal Wear rue aux Ours, dans le 3e arrondissement, au 2e, je sais même plus. Et donc bah après l'oseille n'arrive plus comme elle doit arriver, tu vois. Ouais, toi tu le ressens. Ouais, et puis même moi, tu vois, par exemple, je dois recevoir mon virement sur mon compte à tel jour, bah t'as vu, je vais sur mon compte, il y a que dalle. Tu vois quoi. Donc tu commences à avoir mal au cerveau une fois, 2 fois, 3 fois, tu vois. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Ouais. Et puis comment dirais-je, bah donc de fil en aiguille, les 3 étages, on en perd un. Moi je tiens les murs parce que j'ai quand même une équipe de gens compétents qui croient en moi et tout. Donc moi mon oseille, tu vois, je commence à le donner pour pouvoir payer les gens qui sont autour de moi et qu'on puisse continuer à se battre en fait. Et puis de fil en aiguille, tu perds un étage, t'en perds 2. Mais tu fais pas la confrontation avec le mec. Mais il est plus là, lui. Ah, il est plus là, il est parti. Il est plus là. Ah ouais, ok. Il est plus là. Donc voilà un peu la story, tu vois, tout part en déconfiture. Et puis voilà, puis t'arrives. Et il est pas attaquable en justice, rien du tout. Bah tu sais, tout a été fait un peu à eux qui gèrent la société, moi qui vais au front, qui fait du son de fou, qui fait des fringues de fou, parce que je design aussi mes fringues. C'était pas juste, voilà, je fais juste l'image et puis il y a des équipes derrière. Non, c'est moi qui design toutes mes fringues. Donc moi, je me suis dit, moi je vais aller au front dès le départ. Et l'oseille qui va rentrer, bah, il y en aura pour tout le monde, c'est sûr, tu vois. D'accord. Même mon frangin, je l'avais fait rentrer comme directeur commercial, tu vois. Et il me dit, ouais, frère, ça marche de fou et tout. Puis à un moment, il me dit, mais je comprends pas, là. Tu devrais gagner beaucoup plus d'oseille que ça, tu vois. Donc c'est là, ça commençait aussi à mettre la puce à l'oreille. Tu vois. Moi, je te dis, j'étais un soldat au front. Je dis, je vais mettre tout mon art dans ce que je sais faire. Et derrière, voilà, il va y avoir de l'oseille pour tout le monde et ça va le faire, tu vois. D'accord. Sauf que, voilà, l'oseille, il partait à gauche, à droite. Donc voilà pour la petite histoire. Après, ça aurait été plus facile pour moi de dire, ouais, on a gagné plein d'oseille, je suis parti vivre ailleurs, et puis maintenant, je reviens un peu voir ce qui se passe en France. Non, je dis la vérité pour que les jeunes qui se lancent dans ce business soient vigilants. Tu vois, même ne serait-ce que mettre la marque, quand t'as créé une marque, ne la mets jamais dans la société, en fait, garde-la. Fais une licence d'exploitation entre la société et toi et ta propriété pour pouvoir rester propriétaire de ta marque. Un petit conseil au passage. C'est très important, comme conseil, justement.
Et quand, du coup, c'est ton bébé, quand tu dois, mettre la clé sur la porte, définitivement. Ouais. Il se passe quoi? Tu ressens quoi? T'as mal au cerveau, frère, Ah ouais. mais tu peux pas imaginer à quel point. Si tu vois les employés que tu connais depuis le début, ah ouais, qui sont là depuis le début. Ah ouais, t'as mal au cerveau, tu vois, je peux pas te dire autrement. T'as mal au cerveau de fou. Bon, ok. J'en étais arrivé au point même qu'entendre du rap à la radio, fallait que je baisse le son. Tellement ça me mettait mal. C'est vrai? Ouais, c'est réel. T'étais proche d'une dépression, d'un truc comme ça. Ouais, certainement. Sans m'en rendre compte, certainement. Ouais. Ouais. Ah, mais je peux comprendre. Revenons sur la partie rap, un petit peu. T'as vu, je dédramatise. Tranquille, il faut. Yeah. Revenons sur la partie rap. Donc, Royal Squad, pardon. T'es là-dedans. C'est un groupe aussi. Ouais, c'est un groupe, parce qu'il y a des jeunes un jour qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent, ouais, Sully, c'est Phil, tu pourrais nous aider, c'est des mecs d'Argenteuil. Leur groupe s'appelait OSFA. Ils me font écouter un peu ce qu'ils font. Je leur dis, écoutez, les frères, toi, je les fais même passer chez moi. Et puis, ils rappent, je rappe, et puis on voit qu'il y a une vraie différence. Oui. Ouais. Il a rappé, Passy l'a produit après, non? C'est pas, non, je crois pas. Non, c'est RCFA, Non, c'est d'autres. Et pour le coup, voilà, donc je leur donne un coup de main, je leur présente tout le rap français, tu vois, ils vont dans les studios, ils ont jamais vu de leur vie. Ils suivent mes conseils, ils travaillent, ils progressent, et du coup, effectivement, ils commencent même à animer des émissions avec Cut Killer et tout. Orsec, un membre de OSFA, il fait les bacs pour Bustaflex à un moment, donc voilà, je les mets sur le bon rail. Mais bon, tu connais, les jeunes, à un moment, ils sont pas encore prêts pour tout ça, donc ça part aussi en cacahuète, hein, tu vois. Tu peux donner ce que tu veux à un jeune quand il est pas prêt, tu vois. Ouais. Toujours voir le mal là où il y en a pas, tu vois. Donc voilà. Mais après, voilà, Orsec, c'est un pote encore aujourd'hui. Il travaille avec Camnouz, il fait du bon son. Il s'est rendu compte de sa connerie de jeunesse et aujourd'hui, voilà, tout est nickel entre nous. Il y a pas de galère, quoi. D'accord. Et toi, tu décides après de partir en solo. Comment t'arrives à ce fameux morceau? En fait, ce morceau, il se passe pendant l'époque Royal War, hein. Il se passe pendant, c'est-à-dire que en plein boom de Royal War. Tu fais aussi, non, mais c'est une dinguerie à un moment. C'est-à-dire que je vois des fringues partout Royal War, tout le monde en porte. Moi, je sors mon single, c'est une explosion. Je me rappelle, j'étais voir Matt Houston en concert au Bataclan. Et je me rappelle, t'as vu, j'étais au balcon. Ouais. Et les gens, ils m'ont vu, tu vois. Tous les gens là, ils sont déplacés en masse comme ça, tu vois. Donc juste pour dire que c'était une période incroyable entre avec Bustaflex, avec Matt Houston, avec les Cut Killers, tout marchait pour toi. Quoi. Franchement, je pensais que c'était un peu après le morceau, donc c'était c'est en plein boom. Ouais, voire même Royal War a commencé à fonctionner et après j'ai sorti mon single et j'ai remis un coup de massue sur le truc, quoi. Alors comment vient cette idée de single Je voulais? En fait, je l'ai écrit, j'ai commencé en tout cas à l'écrire quand, tu sais, quand tu fais pas le boulot que t'as envie de faire dans ta vie. Ouais. Quand tu n'es pas la personne que tu es vraiment, quoi, tu vois, aux yeux des gens, quelque part, quand t'es un peu l'ombre de toi-même. C'est-à-dire, tu fais un taf on te demande, tu fais quoi comme taf? Limite, t'as honte de dire, tu vois. Donc, t'es pas vraiment toi, tu vois. Je suis d'accord. Donc, et t'as envie de gagner plus de fric parce que tu sais qu'au fond de toi, il y a quelqu'un qui a un plus gros potentiel que ce que t'as aujourd'hui, tu vois. Donc, ce morceau, il vient de cette frustration, tu vois. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric, tu vois. D'accord. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique, tu vois. Vouloir mettre bien les gens qui sont avec toi, tu vois. D'accord. Parce que ça, je pense que tout le monde a ça en lui, tu vois. Que ce soit pour tes enfants, pour ta femme, pour ta mère, tu vois. Donc, ce morceau, il vient de cette frustration. Et c'est vrai que, la réalité de cette frustration fait que les gens le ressentent à travers le morceau et ont été touchés par ce morceau. Bien et sûr. la façon du storytelling, fait que ça image encore plus davantage ce que je raconte, quoi, tu vois. Et du coup, c'est un ovni, du coup, le morceau sur le Bien moment, sûr, c'est un ovni, surtout qu'à cette période-là, les gros tubes, tu t'en souviens, c'était rap, couplet chanté par une fille. Toi, t'arrives avec, en plus, c'était souvent des morceaux d'amour, des trucs comme ça. Toi, t'arrives avec un storytelling c'est triste, hein, tu vois. À la fin, elle est même tragique et avec un refrain rappé comme ça. Donc, ça, c'est un ovni. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, par exemple, pour le faire découvrir aux gens via les maisons de disques? Parce que c'est pas le format que les maisons de disques a été au départ, je pense. Moi, j'étais convaincu d'une chose, c'est que si les gens pouvaient l'entendre, ça allait fonctionner, tu vois, parce qu'effectivement, il y a cette notion de film dedans, il y a le texte qui est, encore aujourd'hui, il s'écoute et il changerait pas un mot, tu vois. Bien sûr. Donc, assez fier de comment c'est écrit.
Et donc effectivement, j'étais dans une maison de disques signée en tant que beatmaker, tu vois. Ouais. J'étais chez V2, une maison de disques où il y a Richard Branson, le milliardaire qui aujourd'hui a ses fusées pour aller dans l'espace, pour faire des voyages commerciaux dans l'espace. Ouais, il avait Virgin. Ouais, c'est Exactement, ça. Ouais, exactement. ouais. Donc j'étais dans cette maison de disques là parce que je faisais des sons pour différents artistes et un jour je leur dis j'ai écrit un morceau et j'ai un pote qui aimerait bien le faire le clip, est-ce que vous pouvez dégager un budget pour ce clip? Et il me faut mais quel morceau, tu vois? Donc je leur fais écouter. Le directeur artistique, il écoute. Bon, je le sens pas trop réceptif, tu vois, mais... Est-ce que quand t'es beatmaker dans une maison de disques, on te prend en sérieux quand t'arrives avec un morceau de rap, ou est-ce que t'as senti que, ouais, vite fait... disons que quand il a écouté, j'ai pas senti qu'il le prenait, qu'il écoutait vraiment, en fait. Ça, c'est le truc, ouais. Après, effectivement, quand je l'ai rappelé pour lui dire, écoute, mon pote, il veut vraiment faire le clip, est-ce qu'on pourrait dégager un budget, tu vois, il me dit, mais quel morceau? Je sais, mais je t'ai fait écouter la dernière fois et tout, tu vois. Ouais, tu vois, donc ça va dans le sens de ce que tu dis, tu vois. Ouais, tu vois, c'est et ça. puis il me dit, ok, renvoie-le-moi, je vais le faire écouter à la boss et tout, tu vois. Puis il fait écouter à la boss de la maison de disques, qui elle l'a écouté dans sa voiture et tout de suite elle a compris, quoi, tu vois. Donc là, tout de suite, c'est devenu une priorité. Et donc ils ont tout préparé. Ils ont commencé à le faire écouter à Skyrock. Skyrock a dit, ouais, non, je le sens pas trop, le mec, c'est un loser, il se tire une balle dans la tête, toi, dans le truc, dans le scénar, tu vois. Et donc, c'était un peu bloqué. Et puis, ils ont fait écouter à Ado FM. Ado FM, ils ont dit, ouais, c'est mortel, ils l'ont joué. Et là, le standard, il a explosé de fou malade, tu vois. De fou malade, hein, vraiment. Et du coup, Skyrock, tu vois. C'était obligé de suivre. Bah ouais, parce que, ouais. Et du coup, c'était vraiment un gros truc. Un gros truc. Les gens, ils appelaient, mais comment ça s'écrit, c'est fait, machin. Les gens, ils saignaient du nez. Ah ouais, non, mais là, t'es dans une période où, ouais, ça casse tout. Ouais. Ton morceau, il casse tout. Ouais. Est-ce que t'as un album derrière de près pour non, enchaîner? j'ai pas d'album de près. C'est pour ça que la maison de disques me met en studio, donc au studio plus 30. Et dans Studio Plus 30, donc il y a plusieurs studios dans ce gros studio. Et donc tous les studios tournaient. Et moi, je passais d'un studio à l'autre, j'écrivais, je rappais, j'enregistrais, ça mixait. C'était l'usine. C'est toi qui as fait l'instru de Je voulais ou pas? Non. D'accord. Donc il pète, t'en vends combien? 500, 600 000? Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et derrière, donc tu dois faire un album. Ouais. Moi, tu sais, j'aurais pensé quoi quand après, moi, je t'ai découvert, là, c'est personnel. Je t'ai découvert, je me suis dit, peut-être il va partir sur un délire d'album storytelling du début à la fin, ou un concept, tu vois. Après, je pense que le morceau et l'album, c'était deux mondes différents que peut-être les gens n'ont pas, peut-être bien. Pas bien perçu. Toi, tu l'as ressenti comment? Disons qu'on en a vendu pas loin dans 100 000. Après, c'est vrai que aujourd'hui, c'est quand même un chiffre pas mal, tu vois. Mais, bien sûr. Mais c'est vrai que ça aurait pu aller plus loin. Mais je pense aussi que la maison de disques n'avait pas, comment dirais-je, une stratégie pour vendre ce truc-là, tu vois. Elle savait pas, tiens, c'est quoi le prochain single qu'on sort, tu vois. Elle savait pas. Moi, à ce moment-là, je savais pas plus non plus, quelque part aussi, tu vois. Ouais. Je me reposais aussi sur la maison de disques. Les morceaux, je venais de les faire, j'avais pas le recul des morceaux. Vous avez été pris de court un peu. Ouais, exactement. D'accord. Exactement, ouais. Et il s'appelait comment l'album? Sulis et Philistique. Ouais, c'est ça. Et t'as pu le défendre? T'as fait des tournées, tout ça? Pas beaucoup. Pourquoi? Beaucoup. Parce que je pense que tout se passait en même temps, c'est-à-dire le Royal Wear, machin. Ouais, parce que moi il est sorti, ouais. Non, mais pas plus que ça. Hein. Certainement, j'étais occupé en même temps dans mes trucs. D'accord. En plus avec la boutique, enfin la marque, tout ça, donc c'était compliqué. Ouais. J'ai fait Urban Peace avec le single, tu vois, ça c'était cool. Mais après défendre l'album, pas plus que ça en réalité. Ouais. D'accord. T'es passé au Hit Machine aussi. Ouais, ça c'était charmé d'ailleurs. Tu sais comment je sais? Comment? Je faisais la sécu là-bas. Ah ouais? Incroyable, vas-y, je te check, parce que c'est des vrais souvenirs. Je m'en rappelle. Mais on a ramené la cabine téléphonique sur scène. Exactement, je me rappelle ça, complètement. Pas rien, les mecs avec les manteaux orange là, qui étaient devant la sécu, c'était nous. Okay. Et je me rappelle, c'était j'ai les vidéos de ça, dans mon film documentaire, j'ai les vidéos. De toute façon, on va te trouver. Ok, donc là, en fait, ouais. Terminé, et la maison de disque, alors, ça s'est terminé comment? La maison de disque, elle aussi, elle a fermé d'ailleurs, tu vois, c'est un truc de fou. V2, ça s'est fermé, donc après, ouais, non, tu te retrouves... T'avais signé quoi, un album? Ouais. En tant que beatmaker, il ferme, tu vas ailleurs, tu fais quoi après? Non, j'ai plus de maison de disque. Après, c'est pas évident de tout remettre dans la temporalité totale, mais j'ai plus de maison de disque, j'ai plus de marque de fringues. Donc tu fais quoi? Et je réfléchis. Et je me soigne mentalement. Tu te soignes mentalement? Ouais. Et c'est là même que, on en a parlé tout à l'heure, il y a une punchline de Booba, qui te cherche, qui te pique. On peut l'avoir de différentes façons, ouais.
une pensée pour les rappeurs disparus comme Sully et Phil. Toi, tu l'as pris comment, justement? Bah, comme un fait, en fait. C'est vrai que moi, à ce moment-là, j'ai disparu. Donc, une pensée pour les rappeurs disparus comme Sully et Phil, que j'ai disparu, c'est une réalité. S'il y a une pensée pour moi, eh ben, merci. D'accord. C'est tout ce que je veux dire, quoi, Tu l'as pas mal pris. Non. Et puis surtout que je l'ai vu à la télé quelqu'un lui posait la question, il disait que c'était juste un constat, que j'étais plus sur la scène actuelle, mais que c'était pas un pic. Donc, d'accord. Voilà, à partir de là. Et après ça, alors, tu tentes de te relancer. Et puis même si c'était un pic, hein, c'est la vie. Bon genre, ouais, tu me diras, c'est que de la musique. Donc après ça, tu te relances comment? Tu changes carrément de projet, musique, vêtements, on oublie. Bah, disons que, comment dirais-je, on attend que l'inspi revienne, l'envie revienne, tu vois. Et t'as dû retrouver un travail ou pas? Non, un job. non. Donc t'avais quand même de quoi vivre. Ouais, après l'argent, ça fond comme neige au soleil, tu connais. Ouais, bah bien sûr, c'est pour ça que j'ai pas dû travailler. Par la suite, effectivement, moi après, j'ai des potes de Bordeaux qui développaient une marque et m'ont demandé si je pouvais les aider à développer cette marque qui s'appelait Dumpy Fresh, tu vois. Donc voilà, moi j'ai boosté le truc avec eux. Eux, ils ont même fini par disparaître, tu vois. Moi, j'ai trouvé des locaux, pareil, 350 mètres carrés aussi, dans le Sentier. Donc, c'était vraiment un endroit de ouf. Ouais. Tu montais les escaliers, c'était un peu crado, puis quand t'arrivais en haut, t'as l'impression que t'étais à New York, quoi, tu vois. D'accord. C'était magnifique. On avait fait poser du parquet, parce qu'il y a des gens qui croient en moi, tu vois. Même le propriétaire de cet immeuble, il m'avait dit, en haut, regarde, tu vas regarder. Donc, il y avait un espace de fou. Vraiment, tu voyais les toits de Paris et tout, tu vois, tu pouvais monter, c'était magnifique. Mais c'était le bordel, il y avait des machines de couturières partout, c'était crado de fou. On a fait le ménage dans tout ça, il a fait emmener tout le bordel ailleurs, et puis on a fait vraiment un QG de malade dans lequel je recevais beaucoup d'artistes qui pouvaient venir s'exprimer, présenter leurs projets, et du coup là, ça m'a permis aussi de reprendre goût aux choses. Et puis de développer la marque Dumpy Fresh et de faire de belles rencontres aussi artistiques, tu vois, et de recréer une dynamique par rapport à l'art, quoi, tu vois. T'es beatmaker, tu continues à placer des sons, des instrus? Non, parce que j'ai déménagé une fois, déménagé deux fois, le matos, il part en, tu vois, après, puis je crois que j'ai même plus envie de faire de son à ce moment-là. On n'a pas trop parlé je vais m'en souvenir, on n'a pas trop parlé de tes instrus, ton côté beatmaker. Juste comme ça, pour que les gens qui te connaissent pas, qui découvrent, c'est quoi quelques plus grosses instrus que t'es faites? Alors, la plus grosse, c'est That's My People pour NTM. That's My People, ouais. Avec le sample de Chopin. Après, le clip où ils sont dans le métro, tout ça, avec les graphes, tout ça. Exactement. Okay. Après, c'est Lady Lesty et je pense. Après, j'ai fait des sons pour Bustaflex comme Ma Force. J'ai fait des sons pour Olkari comme Crie Mon Nom. J'ai fait des sons pour... Crie Mon Nom, ok. Pour Doncha, Paix à son âme. Paix à son âme, qui vient de décéder. J'ai fait peut-être 4 ou 5 sons sur son album. J'ai fait des sons pour le groupe américain Das FX, par exemple. Et après, c'est une soirée Royal Wear. Ils sont venus au bain-douche. Et ils sont venus faire... au lieu de faire de real hip-hop, ils faisaient Royal Wear, make the real hip-hop, to the hip-hop, you don't stop. Royal Wear, the real hip-hop. C'était incroyable. Ça tue. Ouais. Donc ça, et puis on est resté en contact. Encore aujourd'hui, j'échange avec Scoob, de Das FX, on est potes, on peut dire, quoi, tu vois. Et puis voilà. Puis il y a d'autres prods à gauche à droite, parce que parfois j'oublie, parfois je redécouvre des trucs. Même pour Doncha, j'ai redécouvert des trucs. Une fois, j'écoute un morceau de Doncha, il y a 3-4 jours, quand il est décédé. Je me dis, mais c'est moi qui ai fait ça ou pas? Tu te rends compte ou quoi? T'en arrives à ce point, parce que je dis, j'espère que c'est moi, parce que j'aime beaucoup ce que j'entends, tu vois. Après, je regarde les crédits, et c'était moi. Le mec, il est ouf. Ah, c'est moi. Là, ok, d'accord. Donc, revenons à la marque de tes amis. Et juste pour finir, parce que tu m'as parlé d'Audrey Fleurot, ou m'avez parlé d'Audrey Fleurot tout à l'heure, effectivement, un des partenaires, effectivement, qu'on avait sur Royal Wear, un des deux, pas l'investisseur principal, mais le deuxième et tout, bah, il était avec cette fille qui s'appelait Audrey Fleurot, qui avait 20 ans, et qui était une petite comédienne, mais qui n'avait jamais passé à la télé, jamais au cinéma, etc., etc. Et donc, du coup, c'était la première fois à travers mon clip. Donc, l'actrice d'Intouchable, pour ceux qui connaissent pas. Où elle jouait le rôle de ma femme, de passer à la télé pour la première fois. Donc, ça aussi, c'est cool, tu vois, parce que ça fait que t'as un parcours qui croise d'autres parcours et c'est intéressant, quoi. Ouais. D'accord. Donc là, on en est t'es dans ta marque avec tes amis à Bordeaux, de Bordeaux. Ouais. Et donc, après, vous la lancez, ça fonctionne?
Ça fonctionne plus ou moins parce D'accord. qu'on est trop en avance. Tu vois, moi aussi j'ai D'accord. appris au cours des années que si t'es trop en avance, t'es pas à l'heure. Si t'es en retard, t'es pas à l'heure. Il faut être Ouais, au bon c'est moment, vrai. tu vois. C'est vrai. Parce qu'on peut dire, ouais, t'as vu, je suis dans le turfu. Ouais, mais si t'es trop dans le turfu, frère, t'es à Les côté gens de la vont pas te plaque, en suivre. fait, Ouais, tu non, vois. mais c'est vrai, ça peut Ouais, être ouais, vu comme ouais, ça. ouais, ouais. Donc, mais bon, ça crée quand même une bonne dynamique. Il y a des gens qui m'en parlent encore aujourd'hui. Tu vois, on a c'est des fringues très colorées. Il se trouve même que le groupe LMFAO, après, ils sortent. Je sais pas si vous vous rappelez de ce Si, groupe un bien peu sûr. fou. Ils sortent, mais avec les codes de la marque Dumpy Fresh qu'on a développé auparavant. Tu vois, Ouais. mais vraiment pareil. Ah, d'accord, c'était le même style de. troublant, Ok, ouais, d'accord. ouais, troublant. Ok. Et donc voilà, ça permet effectivement, ça reste une belle aventure, hein, mais c'est vrai qu'il manquait plein d'éléments pour faire un réel succès, quoi. Mais ça reste une belle aventure. Hein. D'accord. Puis c'était un enfant adoptif entre guillemets, c'était pas ma Ouais. marque, tu vois. Ouais. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que Sully Seyful fait aujourd'hui? Alors suite à ça, moi j'ai commencé dans la reconstruction à créer une marque avec un X qui symbolise la croisée des rues, des styles, des cultures. Parce que l'union fait la force, le mélange la richesse. Je prends le temps de le dire parce que j'ai un pote qui travaille en Arabie Saoudite et qui me dit ton concept il est énorme. Parfois quand tu dis la symbolique ce que veut dire ce X, tu le dis vite parce que tu as l'habitude de le dire. Il faut tout le temps que tu prennes le temps de le dire parce que c'est très très important. Donc je le répète, le X symbolise la croisée des rues, des styles, des cultures parce que l'union fait la force, le mélange la richesse. Donc c'est ce X qu'on peut voir là, tu vois. Il a raison. Ouais, d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais recréer une marque, je vais recréer mon empire, mais ça va être très très long. Pourquoi ça va être très très long? Parce que je veux remplir un certain nombre de cases. C'est-à-dire, je veux que ça soit du streetwear, je veux que ça soit du streetwear qui englobe les sports extrêmes, le skateboard, la moto, le rock'n'roll, le drift, et je t'en passe, c'est des meilleurs. Donc j'ai passé ces 10 dernières années à aller sur le terrain, à rencontrer des gens du skate, des gens de tous les sports que je viens de te citer, et à créer des événements aussi autour de ça, pour qu'il y ait une vraie authenticité, tu vois, que je dise pas sur un t-shirt, ouais, skateboard, machin, alors que, tu vois, je connais rien du tout, je connais personne. Sûr, ouais. Donc, l'authenticité était importante pour moi, et je savais que, avec cette ambition, il fallait au moins 10 ans de travail avant qu'on puisse commencer à faire quelque chose de concret. D'accord. Donc, voilà, j'ai beaucoup de vidéos avec ces sports extrêmes, avec toutes ces rencontres, etc., etc. Et du coup, effectivement, cette marque a une vraie légitimité aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je bosse sur cette marque qui s'appelle Rock the Street, the Street, parce que j'estime ambiancer la rue depuis toute ma vie, que ce soit en la faisant danser, en l'habillant, et en plein de choses encore, tu vois. Donc voilà, je bosse là-dessus, et c'est une marque qui me tient à cœur de dingue. Et pour moi, c'est une marque qui est incroyable, et internationalement parlant, vraiment. Donc les gens vont la découvrir au fur et à mesure. Là aujourd'hui, j'ai lancé les collections, parce que toutes ces 10 dernières années, j'ai plutôt mis le logo en avant. Ça ressemble plus à du merchandising qu'à des collections travaillées. Mais maintenant, on rentre dans les collections travaillées. Mais ouais, c'est la marque des marques, quoi, tu vois. Ah, mais on va suivre ça. Ouais. Donc la collection, elle est lancée, là. Ouais, ça va pas tarder à arriver, avec plein de choses qui vont se passer, avec, parce que, je t'ai dit, je me suis dit, ça va être très long, il faut au moins 10 ans, mais j'y vais, quoi, tu vois. Et j'ai fait, et je suis content, tu vois. J'ai fait ce que j'avais en tête. Et aujourd'hui, ça va pouvoir, effectivement, je vais pouvoir montrer mon travail aux gens. Tu vois, j'ai créé aussi, je me suis projeté sur une collection innovante. C'est-à-dire que j'ai pris une casquette et dans la visière, j'ai mis de la lumière. J'ai mis une plaque de papier électroluminescence qui fait que ça éclaire le visage façon futuriste. En regardant mon MacBook Pro, je me suis dit, tiens, c'est marrant, par rapport à un PC, la pomme qui est allumée, ça donne une élégance au MacBook. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien faire une veste super fine, tu vois, enfin, que le truc qui s'allume soit super fin. En fait, que voilà, tu sentes même pas qu'il y ait un système électronique qui permette d'allumer le logo, tu vois. D'accord. Donc, je suis parti sur tout ce genre de délire. Un sac à main féminin, par exemple, comme un frigo, quand tu l'ouvres, la fermeture éclair, au fur et à mesure que tu l'ouvres, il y a de la lumière à l'intérieur, tu vois, ce qui fait qu'une nana, si elle a son bordel, elle voit clair, quoi, tu pas vois. obligé de vider le sac. Exactement, elle est en club ou quoi, tu vois, elle est là, elle se la pète, etc. Et donc, ça fait 7 ans que je l'avais développé avec des prototypes, et aujourd'hui, les potes qui avaient vu ça m'ont dit, c'est maintenant, il faut que tu ressortes ça, parce que, comme je te disais, trop en avance, c'est pas être à l'heure. Il dit, c'est maintenant, parce qu'aujourd'hui, on est à l'époque Elon Musk, on est à l'époque Tesla, tout ça, et ça colle vraiment, ouais. Donc, on avance aujourd'hui là-dessus aussi, et puis voilà, donc là, moi, je suis comme les phénix, je renais de mes cendres, on va dire, tu vois, et je suis épanoui de fou, frère, parce que, bah voilà, tu vois, la vie c'est du relief, tu vois, et, même quand tu tombes, ça t'apprend plein de choses, donc aujourd'hui je suis plus fort que jamais, en fait. Bien sûr. Aussi bien en musique qu'en textile,
qu'en stratégie, qu'en communication, quand je t'en passe et des meilleurs. Tu vois, j'écris aussi des scénarios de films, de science-fiction, que justement, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais écrire un scénar, mais plutôt que de le faire lire à mes potes. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas le lire, tu vois. Et alors, je me suis dit, je vais faire comme dans mon morceau je voulais, je vais tout mettre, tu vois, comme un audiobook. Ouais. C'est-à-dire que tu mets ton casque et t'entends tout. Quand je te parle du mec, on va dire de l'acteur principal qui est dans le métro, bah, t'entends passer le métro, tu vois. Il se prend une droite, t'entends la droite. Comme ça, au moins, chez mes potes, ils ont juste à mettre ça dans leurs oreilles et voilà, ils prennent conscience de quoi il s'agit, en fait. T'as un touche à tout. Ouais, et j'ai pas fini. Et encore là, je te dis ça, mais j'oublie la moitié. Et j'ai ma chérie assistante qui est mon assistante aussi, qui est présente. Qui est là, présente. Elle pourra en témoigner. Et franchement, internationalement parlant, ce qu'on fait, y a pas d'autres mecs qui le font. Il y a toujours des mecs que tu connais pas, donc il y a peut-être un mec qui est caché, mais en tout cas, dans tous ceux qui sont en haut, qu'on les projecteurs braqués sur eux, que ce soit des Pharrell, des machins, des bidules, qui ont du talent de ouf, mais on vient leur botter le cul, frère. Ouais. On vient leur botter le cul. T'as bien raison. Bien sûr, les Français, ils sont puissants. T'as raison. Ouais, ouais. Et la musique, dans tout ça. La musique, bah là, j'ai des morceaux de fou, et tu vois, j'ai eu ce besoin aussi. Tu vois, quand tu traverses des moments difficiles dans ta carrière, bah parfois tu te retournes vers tes racines, tu vois. Donc parce que c'est là que tu vas ressentir du réconfort, tu vois. Donc moi, je suis parti à la recherche par rapport à mes origines, la Martinique, à la recherche de la musique traditionnelle, tu vois, pour justement repartir sur une dynamique qui est pleinement mon sang, en fait, tu vois. Ouais. Donc de fil en aiguille, j'ai contacté un monsieur qui s'appelle Maxilla, il a 80 ans, et donc je lui ai proposé de faire une collaboration parce que j'ai samplé un de ses morceaux. Ça n'a pas été simple parce que c'est un mec qui est très très spirituel, tu vois, qui compose sa musique en harmonie avec la nature, près d'une rivière, etc., etc. Et quand je lui ai parlé de rap, en l'occurrence, il m'a dit, ouais, vous savez, Sully, pour moi le rap c'est la musique du marteau-piqueur et tout, tu vois. Donc on a eu beaucoup d'échanges avant qu'il accepte, qu'il commence à comprendre ce dont je lui parle, tu vois, que j'ai aussi ma spiritualité. Et donc il a atteint de cécité, donc tu vois, il est aveugle, il est venu, il a fini par venir après plusieurs échanges téléphoniques en studio avec son bâton de pèlerin et son assistante qui le guide. Et donc voilà, je lui ai fait écouter ce que j'ai fait et aujourd'hui il est encore plus heureux que moi. Et de fil en aiguille, grâce à ce morceau que j'ai réalisé, aujourd'hui j'ai le créateur du groupe Kassav, qui a adhéré complètement à ce que je suis en train de faire, tu vois. Donc là aussi ça m'ouvre des nouvelles portes et ce sont des portes magnifiques. Tu vas pouvoir collaborer avec ce genre de personnes, tu vois. Donc pour ça je dis que ma carrière ne fait que commencer, en fait. On va revoir Sully partout là. Je sais pas si c'est partout, mais en tout cas on va arriver fort et voilà quoi. Il y a vraiment de la matière. Il y a vraiment de la matière pour la jeunesse, pour les anciens. Bien sûr, bien sûr. Il y a une histoire avec ses hauts et ses bas et c'est passionnant quoi. Tu vois, avec des créations folles comme je te parle de casquettes électroluminescentes. Et encore, je t'ai dit, je suis sûr que j'oublie la moitié de ce que je fais, là, tu vois. Te raconter quand l'interview sera finie, je vais me dire, putain, j'aurais dû lui parler de ça, ou de ça, ou de ça. Mais en tout cas, effectivement, par rapport à la musique, ce morceau qui s'appelle Yekrik, avec Maxilla, cet ancien de la musique traditionnelle, voilà, c'est un morceau qui peut toucher toute la communauté black, tu vois, noire, tu vois, réellement. Parce que, tu vois, à un moment, dans les rimes, je dis, sois fier de tes origines, n'oublie jamais tes racines, tu vois. Je dis des vrais trucs, quoi, tu vois, et que je pense beaucoup ont besoin d'entendre. Et c'est vrai que cette musique de Maxilla, c'est une flûte enchantée, en fait. Elle te procure un bien-être qui est assez incroyable et je suis très content qu'il m'ait donné l'autorisation d'utiliser ce truc-là et qu'il soit venu en studio même pour en rajouter. Parce que son morceau lui est demandé à l'international. Donc c'est vraiment une vraie fierté pour moi. Voilà, pour finir là-dessus, quoi. Non, mais c'est fort. Et nous, on est fiers de te revoir dans le paysage, yes. Tout type paysage, parce que je sais même pas où je peux te classer, musical ou autre. Et voilà, quoi, parce que t'as fait du bien, là. Yes, au mouvement. Bah, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et je t'en remercie de me le dire. Et puis justement, à ce sujet, je travaille, merci beaucoup, sur un film documentaire qui retrace tout ce parcours parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais moi, j'étais toujours avec ma caméra, tu vois. Donc, du coup, j'ai suffisamment d'images pour faire un film documentaire vraiment intéressant. Ça, c'est fort. J'ai vu un peu d'images et je vous promets que le documentaire, il est fort. Ça va péter. Ouais. Il est fort. Sully, c'était un grand moment. Merci. Franchement, merci. Et l'émission s'appelle Autour d'un verre. Yes. Et tu sais très bien que on finit sur une citation, une phrase, un verre qui te colle à la peau, qui te ressemble. Ouais, il y a une citation de Périclès qui dit « Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ». Je répète encore une fois, il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Ouais. Périclès, Sully Céphile. Autour d'un verre, bro.
Merci Sully, on Merci se à recheck vous. encore. Yes, mon beau, merci beaucoup. Merci pour tout. Yes. Pour tout ce que t'as fait. C'est cool. Et vous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre. Yep. Ciao.